La ville tout entière connaissait son nom. À 35 ans, Eliane était devenue une légende vivante. On ne pouvait pas la manquer, ses Rolls-Royce aux vitres teintées, ses Lamborghini rugissantes, ses Ferrari flamboyantes. Dans chaque rue où elle passait, les regards se figeaient, les murmures s'élevaient. On disait, regardez-la, voilà la femme qui a tout réussi. Elle habitait dans des villas où le marbre brillait plus que le soleil, ses doigts étaient alourdis de diamants, ses sacs venaient des plus grandes marques du monde. Sur Internet, elle était adulée, coach en business, investisseuse immobilière, femme d'affaires modèle. Des milliers de jeunes suivaient ses conseils, répétant ses phrases comme des versets, « Tout est possible si tu crois en toi ». Pourtant, derrière ce sourire figé, derrière ce luxe qui semblait éternel, il y avait une vérité plus lourde que l'or. Une vérité qu'Eliane ne pouvait partager avec personne. Car cette vie qu'elle montrait fièrement au monde n'était pas née de l'immobilier ni du coaching. Elle cachait un chemin que peu oseraient emprunter. Chaque fois qu'elle croisait les regards admiratifs de ses voisins, elle se murmurait à elle-même, « Si seulement vous saviez », mais personne ne savait. Personne ne pouvait même imaginer. Elle jouait son rôle à la perfection, celui d'une femme qui avait brisé les barrières de la pauvreté grâce au travail acharné et à l'intelligence. Elle parlait avec assurance dans les conférences, elle disait, « Ne laissez jamais vos origines dicter votre avenir. » Et pourtant, au fond d'elle, une autre voix chuchotait, « Ton avenir, tu l'as acheté, avec un prix que tu n'oses pas avouer. » Car il y a à peine 5 ans, Eliane n'était pas cette icône inatteignable. Elle n'était qu'une infirmière mal payée, fatiguée de courir après un salaire qui disparaissait avant même la fin du mois. Une femme ordinaire, noyée dans ses factures, piégée dans une vie médiocre. Tout changea le jour où, à l'hôpital, un homme étrange franchit la porte et lui demanda. « Bonjour, à combien vendez-vous une poche de sang ?» À 30 ans, Eliane portait chaque jour la même blouse blanche froissée, usée par les lavages répétés. Ses pas résonnaient dans les couloirs froids de l'hôpital public où la misère se confondait avec la routine. Elle n'était pas une héroïne, juste une femme qui essayait de survivre. Son salaire fondait avant même d'arriver à la fin du mois. Les dettes l'étranglaient comme une corde invisible, et les appels incessants de sa famille ajoutaient du poids à son épuisement. Chaque matin, en serrant son badge contre sa poitrine, elle se répétait en silence, « Un jour, je sortirai de cette vie. » La réalité était cruelle, ce n'était pas seulement son corps qui se fatiguait, mais aussi son âme. Les longues nuits de garde lui laissaient les yeux rouges, ses jambes tremblaient sous le poids des heures supplémentaires jamais payées. Dans son minuscule appartement, la pile de factures augmentait plus vite que son maigre salaire. Elle rêvait d'un voyage, d'une voiture, d'une maison digne, mais chaque fois qu'elle y pensait, elle se rappelait la phrase amère de ses collègues, « Ici, on travaille pour manger, pas pour rêver. » Cette phrase la hantait, comme une malédiction lancée contre sa destinée. Mais Eliane refusait de croire que sa vie devait rester ainsi. Chaque soir, en rentrant du service, elle regardait les chaînes de télévision qui montraient des femmes riches, parfumées, qui s'affichaient avec des villas et des voitures de luxe. Elle murmurait souvent, « Pourquoi pas moi ?» Elle ne voulait pas seulement exister, elle voulait briller. Mais plus elle rêvait, plus la réalité lui crachait au visage. Les patients riches recevaient des soins prioritaires, les enveloppes discrètes circulaient entre médecins et familles, et elle, simple infirmière, devait sourire même quand son ventre criait de faim. Son esprit se chargeait peu à peu d'une colère sourde. Elle n'était pas naïve, elle voyait que ceux qui avaient de l'argent contournaient toujours les règles. L'injustice la dévorait. Elle se disait qu'elle devait, elle aussi, trouver une échappatoire, une porte secrète vers une autre vie. Souvent, elle se répétait, « Le système ne m'aidera jamais. Si je veux réussir, je dois trouver un raccourci. » Mais en même temps, une peur viscérale l'empêchait d'agir. Elle restait coincée entre la frustration et le désir, entre la pauvreté et le rêve, entre l'obéissance et la tentation de briser les règles. Ses journées se ressemblaient, mais dans ses yeux brillait une étincelle, la certitude qu'un jour, quelque chose arriverait. Elle ignorait encore quoi, ni comment, mais elle sentait que sa vie ne pouvait pas rester prisonnière d'un hôpital où le sang des pauvres servait à sauver les riches. Le destin n'avait pas encore révélé ses cartes, mais Eliane pressentait qu'une rencontre inattendue allait bouleverser son existence. Et chaque soir, en s'allongeant sur son lit dur, elle se murmurait en fermant les yeux, « Mon heure viendra. » Un soir ordinaire,
alors que l'hôpital résonnait des cris des malades et du bruit métallique des brancards, un homme entra. Son pas était calme, mais sa présence imposait le silence. Eliane l'observa de loin, costume sombre, regard froid, sourire presque absent. Il s'approcha d'elle et demanda d'une voix basse, « Bonjour, j'aimerais savoir, à combien coûte une poche de sang ?» Cette question, posée comme si c'était l'achat d'un simple pain au marché, glaça Eliane. Personne ne demandait cela. Personne ne parlait ainsi du sang. Mais dans ses yeux, elle lut une chose qui lui fit peur, la certitude. Elle répondit mécaniquement, 20 000 francs. Un mensonge. Le vrai prix était 15 000. Mais elle pensait pouvoir grappiller quelques billets. L'homme eut un rictus discret et répondit, « D'accord. Mais je paierai 300 000 si cette affaire reste entre nous. » Le cœur d'Eliane bondit. 300 000, pour une seule poche? C'était insensé. Pourtant, il n'hésitait pas. Il ajouta, « Mieux encore, je veux 10 poches, et je vous paie 3 millions. Cash. » Lorsqu'il posa une enveloppe épaisse dans sa main tremblante, elle comprit que quelque chose d'interdit venait de commencer. Dans le couloir sombre, Eliane resta figée. L'enveloppe pesait lourd, comme si elle contenait plus qu'un simple argent. Ses mains tremblaient, son souffle s'accélérait. Elle avait envie de crier de joie, mais une peur viscérale l'empêchait de sourire. 3 millions, c'était l'équivalent de plus d'un an de salaire. Et tout cela pour du sang qu'elle manipulait chaque jour sans valeur particulière. Elle sentit sa gorge se serrer. Était-ce un piège? Était-ce une bénédiction? Elle se répétait, ce n'est qu'une transaction, juste une fois, personne ne saura. Mais au fond, elle savait que sa vie venait de basculer. Le soir même, elle remit discrètement les poches de sang à l'homme, qu'il transporta dans une mallette noire. Leurs regards se croisèrent, il ne dit rien, mais ses yeux semblaient sceller un pacte invisible. Elle glissa l'enveloppe dans son sac et rentra chez elle. Arrivée dans sa chambre, elle renversa son contenu sur le lit. Des liasses de billets s'éparpillèrent comme des feuilles mortes. Elle enfouit ses mains dedans, le cœur battant à tout rompre. Ses lèvres murmurèrent, « C'est trop beau, trop facile. » Elle décida de ne rien dire, même pas à sa famille. Ce secret serait son trésor. Cette nuit-là, Eliane dormit à peine. Elle fixait le plafond en se répétant, « C'est un coup de chance, juste un coup de chance. » Mais au fond d'elle, une autre voix résonnait, « Quand l'argent vient si vite, il ne repart jamais seul. » Le lendemain, en marchant dans les couloirs de l'hôpital, elle regardait les poches de sang différemment. Elles n'étaient plus seulement un besoin vital pour les patients, elles étaient devenues une mine d'or silencieuse. Elle ne le savait pas encore, mais cet homme reviendrait. Et chaque fois qu'il reviendrait, une part d'elle serait avalée par ce nouveau monde. Il revint. La semaine suivante, puis encore la suivante. Toujours le même costume sombre, toujours la même voix calme, « J'en veux davantage. » Gerby n'était plus un inconnu, il devenait une habitude. Chaque fois qu'il franchissait la porte de l'hôpital, Eliane sentait son cœur s'emballer. L'argent coulait comme un torrent. 3 millions, 5 millions, 10 millions, les chiffres gonflaient à mesure que les poches de sang disparaissaient. Au début, elle croyait que c'était exceptionnel. Mais rapidement, elle comprit, cet homme avait une soif insatiable, et tant qu'elle acceptait, il paierait. Le piège de l'argent facile venait de se refermer. Très vite, Eliane réalisa qu'elle ne pouvait pas agir seule. Le volume des poches demandées devenait trop grand. Elle prit son courage et alla trouver le directeur de l'hôpital. Elle lui dit à demi-mot, « Un client veut payer beaucoup plus que le prix normal. » Le directeur fronça d'abord les sourcils, mais quand elle prononça les montants, ses yeux brillèrent. Ils conclurent un accord simple, une partie pour l'hôpital, une partie pour lui, le reste pour elle. Dès cet instant, le mensonge devint une mécanique bien huilée. Le système, déjà fragile, s'enfonça dans la corruption la plus décomplexée. Eliane sentit sa peur s'atténuer. Ce qui au début semblait dangereux devint soudain normal, presque banal. Les billets empilés sous son matelas l'apaisaient mieux qu'une berceuse. Elle ne se voyait plus comme une criminelle, mais comme une femme qui avait enfin trouvé un raccourci. Elle murmurait souvent, « Tout le monde triche, moi aussi, j'ai droit à ma part. » L'argent effaçait ses scrupules, l'argent étouffait sa conscience.
Le goût amer de la pauvreté s'éloignait, remplacé par la douceur enivrante des billets. Elle commençait à savourer cette double vie, fière d'avoir percé un secret que d'autres n'auraient jamais osé toucher. Son quotidien se transforma peu à peu. Elle remplaça ses vieux vêtements par des robes élégantes, ses chaussures usées par des talons brillants. Elle s'offrit un téléphone dernier cri, un parfum coûteux. Chaque matin, quand elle glissait un billet dans sa poche, elle souriait différemment. Même son allure à l'hôpital changea, elle marchait plus droite, plus confiante. Le personnel murmurait, elle cache quelque chose. Mais personne n'osait demander. Eliane, elle, savait, elle n'était plus une simple infirmière, elle devenait une femme en transition, en train de se forger une nouvelle identité. L'argent avait commencé son travail invisible. Pourtant, au fond de cette euphorie, un frisson persistait. Chaque fois qu'elle voyait Gerby repartir avec ses mallettes pleines de poches de sang, une question la traversait. Que peut bien faire un homme avec tout ce sang? Mais elle chassait vite ce doute. Elle se répétait, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire. L'odeur des billets effaçait ses inquiétudes. Elle croyait contrôler la situation, mais en vérité, c'était elle qui était contrôlée. Et déjà, sans le savoir, elle marchait à grands pas vers un monde dont on ne ressort jamais intact. La transformation fut brutale. En l'espace de quelques mois, Eliane quitta son petit appartement humide pour s'installer dans une villa moderne, aux murs blancs immaculés et aux vitres qui reflétaient le soleil comme des miroirs. Ses voisins l'observaient en silence, bouche bée, se demandant comment une simple infirmière pouvait se permettre une telle demeure. Puis, un matin, la surprise fut encore plus grande, une berline de luxe stationnait devant sa maison. C'était la sienne. Elle avait signé l'achat sans hésiter, comme si l'argent n'avait plus aucune valeur. Les regards jaloux devinrent son nouveau carburant. Dans son salon désormais décoré de meubles importés, elle goûtait à des plaisirs qu'elle n'avait jamais connus, un canapé en cuir, un écran géant, des bouteilles de vin qu'elle n'aurait jamais pu acheter auparavant. Chaque soir, elle s'allongeait et murmurait, « Voilà, c'est ça la vraie vie ». Elle commença à fréquenter de nouveaux cercles, à être invitée dans des soirées où elle se faisait passer pour une femme d'affaires en pleine réussite. Et plus elle se pavanait dans ce luxe, plus son ancien quotidien d'infirmière lui paraissait lointain, presque irréel, comme un mauvais rêve qu'elle avait enfin effacé. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, une fissure persistait. Chaque fois qu'elle voyait Gerby, chaque fois qu'il repartait avec ses mallettes remplies de poches de sang, une question lui revenait comme une gifle. Pourquoi? Elle essayait de se convaincre que ça ne la concernait pas. Mais son esprit refusait d'être en paix. Elle se surprenait parfois à fixer ses mains, celles qui manipulaient ses poches, en se demandant si elles n'étaient pas déjà souillées. Elle murmurait dans la solitude de sa chambre, « Personne ne paie autant sans une raison. » Et cette pensée l'empêchait de dormir certaines nuits. Malgré ses doutes, Eliane choisit de fermer les yeux. Elle savait que l'argent ne venait pas sans mystère, mais elle n'avait pas le courage de refuser. Elle profita de chaque instant, voyagea dans les plus beaux hôtels du pays, fit ses courses dans les boutiques de luxe, et posait sur les réseaux sociaux comme une coach en business. Elle s'était inventé une nouvelle identité, celle d'une femme indépendante et brillante, un modèle à suivre. Mais derrière chaque photo souriante, son esprit chuchotait, « Tout cela n'est pas toi, tout cela repose sur quelque chose que tu ignores. » La villa, la voiture, les voyages, les habits, tout cela était réel, mais pour Eliane, une ombre planait sur son luxe. Une ombre qui avait le visage de Gerby. Chaque fois qu'elle l'apercevait, elle sentait qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne montrait. Elle se disait, un jour, je devrais poser la question. Un jour, je saurai pourquoi ce sang vaut des millions. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Pour l'instant, elle profitait. Elle riait, elle s'affichait, elle jouait son rôle. Sans savoir que les vraies réponses viendraient, et qu'elles seraient bien plus sombres qu'elle ne l'imaginait. 2 années avaient passé. Eliane n'était plus l'infirmière fatiguée des débuts, mais une femme rayonnante, couverte de luxe. Pourtant, un soir, dans le parking de l'hôpital où Gerby chargeait ses mallettes de poches de sang, une pensée l'assaillit avec une violence soudaine. Ses yeux se fixèrent sur lui, et les mots sortirent presque malgré elle. « Gerby, ça fait 2 ans que tu viens ici chaque semaine, mais dis-moi, que fais-tu avec tout ce sang ?» Le silence tomba comme une chape de plomb. Elle n'avait jamais osé poser la question. Cette fois,
elle voulait une réponse. Gerbille la fixa longuement, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Sa voix fut basse, presque confidentielle. Tu poses enfin la question, mais sache que tu n'es pas censé savoir. Il détourna les yeux avant d'ajouter, disons simplement que des riches du monde entier en veulent, et qu'ils paient très cher pour ça. Eliane sentit son ventre se contracter. Ce n'était pas une explication, juste un voile jeté sur un abîme. Elle insista, mais pourquoi? Gerbille se contenta de répondre, il y a des choses qui ne se disent pas. Et il referma la mallette. Le cœur d'Eliane battait à tout rompre. Elle se sentit prise entre deux mondes, celui de la vérité qu'elle voulait entendre, et celui de l'argent qui la muselait. La peur la rongeait, mais l'excitation la dominait. Elle se disait, si des riches paient autant pour du sang, c'est que ce sang vaut plus que la vie elle-même. Ses nuits devinrent agitées. Elle se réveillait en sueur, hantée par des images de cérémonies occultes, d'hommes puissants buvant à des coupes rouges. Mais au matin, quand elle voyait ces sacs de billets, elle murmurait, « Je préfère ne pas savoir. » Elle choisit le silence. Gerbille ne voulait pas répondre, et elle comprit qu'insister pouvait être dangereux. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, sourire en public, s'afficher sur les réseaux sociaux, multiplier les conférences où elle clamait « Je suis la preuve vivante que le travail paie ». Elle continuait de jouer son rôle à la perfection, tout en fermant les yeux sur l'ombre qui grandissait derrière ses richesses. Mais une petite voix en elle répétait sans cesse « Tu n'es plus libre. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. » Dans son miroir, le soir, elle fixait son reflet. Elle se voyait belle, habillée de soie, mais ses yeux trahissaient un mélange de peur et de curiosité. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne fragile. Elle n'était plus spectatrice, elle était complice. Et complice d'un secret si énorme qu'il pouvait la détruire à tout instant. Alors, en posant sa tête sur l'oreiller, elle murmura « Je veux savoir, mais si je sais, ma vie ne sera plus jamais la même. » Une vérité approchait, tapie dans l'ombre, prête à lui arracher ce qu'elle croyait avoir gagné. Un soir, après une transaction plus importante que d'habitude, Gerbille la fixa plus longtemps que de coutume. Ces mots tombèrent comme une sentence, « Un homme très riche veut te rencontrer. » Le cœur d'Eliane s'arrêta un instant. C'était différent de toutes les fois précédentes. Jamais encore il n'avait évoqué les autres, jamais il n'avait laissé entendre qu'il n'était pas seul. Cette annonce sonnait comme une porte qu'on ouvre vers un monde inconnu. Elle sentit ses mains trembler, partagées entre la peur d'un piège et la curiosité brûlante de découvrir ce qui se cachait derrière l'ombre de Gerbille. Les jours suivants, elle hésita. Elle se répétait, et si c'était dangereux? Et si je disparaissais? Mais l'autre voix en elle murmurait, c'est peut-être la clé de ta richesse éternelle. Finalement, elle accepta. Une voiture sombre vint la chercher à la tombée de la nuit. Le trajet fut silencieux, le conducteur muet. La villa où on la déposa semblait irréelle, gigantesque, aux murs recouverts de marbre, illuminée comme un palais au milieu des ténèbres. Elle franchit les portes avec un frisson glacé. Elle savait que ce rendez-vous n'était pas ordinaire. Sa vie allait changer. Dans le grand salon, un homme imposant l'attendait, entouré de gardes discrets. Ses gestes étaient mesurés, sa voix lente mais pénétrante, « J'aime ton travail. Mais si tu veux continuer, tu dois rejoindre notre cercle. » Eliane écarquilla les yeux. « Un cercle » répéta-t-elle, incrédule. L'homme sourit, « Ce business est trop précieux pour être partagé avec des étrangers. Si tu veux aller plus loin, tu dois en faire partie. » Eliane sentit une sueur froide couler dans son dos. Était-ce une chance ou une malédiction? Elle voulait savoir, mais elle devinait déjà qu'entrer signifiait ne jamais pouvoir ressortir. Sa bouche s'ouvrit pour refuser. Mais les images de sa villa, de sa voiture, de ses bijoux surgirent dans son esprit. Elle entendit la voix de ses dettes passées, la fin de ses anciens jours. Elle ne voulait plus jamais être pauvre. Alors elle dit, d'une voix faible mais ferme, « J'accepte. » Le sourire de l'homme s'élargit. Il claqua des doigts. Une porte s'ouvrit, révélant une pièce obscure éclairée par des bougies rouges. Gerbille posa sa main sur son épaule, « Viens. C'est le seul chemin. » Eliane inspira profondément. Elle comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour.
Ses talons résonnaient sur le sol froid alors qu'elle avançait vers la salle mystérieuse. L'air y était lourd, saturé d'une odeur métallique et de murmures indistincts. Chaque pas semblait l'enfoncer dans une réalité qui n'était plus la sienne. Elle pensa à sa vie passée, à l'infirmière qu'elle avait été, et se dit, cette femme est morte. Ce soir, une autre va naître. Quand la porte se referma derrière elle, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Eliane savait qu'elle entrait dans quelque chose d'immense, mais elle ignorait encore le prix exact de cette initiation. La pièce était plongée dans une pénombre inquiétante. Seules quelques bougies diffusaient une lueur rougeâtre, projetant des ombres mouvantes sur les murs décorés de symboles étranges. Eliane entra, son souffle court, ses yeux cherchant un repère dans cet univers qui ne ressemblait ni à un salon ni à une église, mais à quelque chose d'interdit. Autour d'elle, des silhouettes vêtues de longues tuniques noires chuchotaient des paroles incompréhensibles. Son cœur cognait dans sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. Elle savait qu'elle était arrivée à un moment décisif, soit elle avançait, soit elle reculait à jamais. Un homme s'approcha, tenant un verre rempli d'un liquide rouge sombre. La coupe brillait sous la lueur vacillante des bougies. Sa voix grave résonna, « Bois, et tu connaîtras la prospérité éternelle. Refuse, et ta vie retournera à la poussière. » Eliane fixa le verre. Une odeur métallique lui monta au nez, familière et dérangeante. Elle fronça les sourcils, hésita, puis murmura, « C'est du vin ?» Gerby, à ses côtés, posa une main ferme sur son bras et répondit doucement, « C'est bien plus que du vin. » Ses yeux sombres lui interdisaient toute fuite. Le liquide rouge tremblait légèrement entre ses doigts. Elle approcha le verre de ses lèvres, et la première gorgée la foudroya. Ce goût, elle le connaissait. Ses mains se crispèrent. Ce n'était pas du vin, ce n'était pas du jus. C'était du sang. Son estomac se retourna, ses yeux s'écarquillèrent. Mais autour d'elle, les silhouettes l'encourageaient d'une seule voix grave, « Bois, et tu seras des nôtres. » Une terreur glaciale l'envahit, mais en même temps, une étrange chaleur s'insinua dans son corps, comme une force inconnue. Elle se dit, « Si je recule maintenant, je perds tout. » Elle ferma les yeux et avala une seconde gorgée, puis une troisième. Sa gorge brûlait, son corps frissonnait, mais elle continua jusqu'à la dernière goutte. Quand elle reposa le verre, ses lèvres étaient tachées de rouge. L'homme qui lui avait tendu la coupe déclara, « Bienvenue dans le cercle. À partir de ce soir, tu n'es plus une simple femme. Tu es l'une des nôtres. » Les murmures s'élevèrent en une sorte de chant solennel. Gerby, souriant enfin, lui dit à l'oreille, « À présent, rien ni personne ne pourra t'arrêter. » Eliane se tenait au centre de la salle, tremblante, le verre vide à la main. Son cœur battait fort, son corps vibrait d'une énergie nouvelle. Mais au fond d'elle, une peur plus grande que toutes les autres venait de naître. Elle avait franchi une limite invisible, une frontière qu'aucune richesse ne pourrait effacer. Autour d'elle, les voix répétaient, pouvoir, richesse, loyauté. Elle comprit que sa liberté venait d'être sacrifiée. Et tandis que la pièce résonnait de ces mots, Eliane se demanda, terrifiée, « Que je fais ?» Cette nuit-là, Eliane rentra chez elle en silence. Le trajet lui parut interminable. Dans sa voiture, son corps tremblait encore, ses lèvres avaient gardé le goût métallique du liquide qu'elle avait bu. À peine franchit-elle la porte de sa villa qu'une douleur brutale lui transperça le ventre. Elle se plia en deux, haletante, des sueurs froides coulant le long de sa nuque. Sa tête tournait, ses jambes chancelaient. Elle tenta de se rassurer en murmurant, « Ce n'est rien, juste le vin, juste le vin. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas du vin. Pas du tout. Elle se traîna jusqu'à sa chambre et s'allongea, mais la douleur s'intensifia. Ses entrailles semblaient bouillir, ses muscles se contractaient comme si un feu invisible l'avait envahie. Elle se précipita alors vers la salle de bain, croyant que son corps voulait expulser quelque chose. Assise sur les toilettes, elle serra les dents, le souffle court. Puis, ce qui arriva la glaça d'horreur, ce n'étaient pas des excréments qui tombaient, mais des billets. Des liasses entières, froissées, couvertes de traces d'humidité, s'amoncelaient sur le carrelage. Eliane écarquilla les yeux, sa bouche s'ouvrit en un cri étouffé, « Ce n'est pas possible. » Le sol de la salle de bain se couvrait de billets comme une pluie d'argent maudite.
Eliane porta ses mains à son visage, incapable d'y croire. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle voulait hurler, fuir, mais ses jambes restaient paralysées. Ses pensées s'entrechoquaient, c'est une bénédiction? C'est une malédiction? Est-ce ça, le prix du cercle? Elle recula contre le mur, tremblante, ses yeux fixés sur cette montagne de billets qui sortait de son propre corps. L'argent qu'elle avait tant désiré devenait soudain l'image la plus terrifiante de sa vie. Dans un geste désespéré, elle attrapa son téléphone et appela Gerby, la voix brisée par la panique. « Gerby, au secours, je ne comprends pas. C'est de l'argent, pas autre chose. » À l'autre bout du fil, la voix de l'homme resta étrangement calme. « C'est normal. Tu viens d'être initié. Pendant 3 jours, ton corps rejettera l'argent. Chaque jour, ce sera 100 millions. » Eliane suffoqua. 3 jours? Mais, c'est inhumain. Gerby répondit d'un ton froid, c'est la loi du cercle. Tu as bu, tu as accepté. Maintenant, assume. Le téléphone glissa de ses mains et tomba sur le sol carrelé, entre les liasses éparpillées. Eliane éclata en sanglots, secouée par un mélange de terreur et d'euphorie. Elle se releva difficilement et contempla le miroir, son reflet montrait une femme en sueur, les yeux rougis, mais auréolée par des billets éparpillés à ses pieds. Elle murmura, presque à voix basse, « C'est ça, la richesse ?» Mais derrière son sourire nerveux, son regard trahissait une vérité, elle n'était plus seulement une femme riche. Elle venait de devenir prisonnière d'un secret plus grand qu'elle. Les jours suivants furent irréels. Chaque matin, à la même heure, Eliane ressentait les mêmes douleurs dans son ventre, les mêmes sueurs froides, la même fièvre étrange. Et chaque fois, ce n'était pas la souffrance qui la marquait, mais ce qui sortait de son corps, des liasses de billets, par centaines, s'entassant sur le sol jusqu'à recouvrir entièrement la salle de bain. Le premier jour, ce fut 100 millions. Le second, 100 autres. Le troisième, encore 100. 3 jours, 300 millions. L'argent ne tombait plus du ciel, il sortait littéralement d'elle, comme une malédiction en or. Au début, elle n'osait même pas toucher ses liasses. Elle lui semblait sale, maudite, presque vivante. Mais peu à peu, son émerveillement prit le dessus. Elle plongea ses mains dans les billets, les serra contre son visage, se roula presque dedans comme une enfant dans un champ de fleurs. Pourtant, au fond d'elle, un vertige demeurait. Comment est-ce possible? Comment un corps humain peut-il rejeter de l'argent? Elle appela Gerby, qui répondit calmement, « C'est le cercle. À chaque rituel, tu auras 3 jours d'abondance. C'est notre loi, notre bénédiction. » Les paroles de Gerby résonnèrent comme une sentence. Elle comprit alors qu'il n'y avait pas de retour possible. Ses yeux s'embuèrent de larmes, partagées entre gratitude et terreur. Elle pensa à sa vie d'avant, aux nuits d'infirmière où elle n'avait pas de quoi payer son loyer. Aujourd'hui, c'était fini. Mais à quel prix? Elle posa ses mains tremblantes sur son ventre, murmurant, « Alors c'est ça, mon corps est devenu une machine à argent. » Elle se sentit à la fois reine et esclave. Son rêve s'était réalisé, mais il avait emprisonné son existence à jamais. Au lieu de fuir, Eliane fit un choix, elle accepta. Elle fit venir des valises, remplit ses coffres, sécurisa ses comptes. Elle savait que personne ne devait jamais découvrir l'origine de cet argent. Aux yeux du monde, elle continuerait d'être une femme d'affaires, une investisseuse brillante, une coach à succès. Mais dans le silence de ses nuits, elle savait, sa richesse coulait du cercle, et tant qu'elle en faisait partie, l'argent ne cesserait jamais de jaillir. Elle se dit, je dois protéger ce secret, quoi qu'il m'en coûte. Elle venait de lier son destin au cercle pour toujours. Le 3e soir, lorsqu'elle vit sa salle de bain recouverte de billets jusqu'à bloquer la porte, Eliane resta immobile. Elle souriait, mais ses yeux tremblaient. Elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait franchi une frontière invisible, et derrière cette frontière, l'argent n'était plus un rêve, mais une malédiction déguisée. Alors qu'elle contemplait son empire en liasse, une pensée sombre la traversa, si le cercle peut donner tout ça, il peut aussi tout reprendre. Et ce doute resta suspendu dans l'air comme une menace invisible, prête à s'abattre à tout moment. Quelques mois après son initiation, la vie d'Eliane prit une tournure vertigineuse.
Elle n'était plus seulement l'infirmière discrète qu'on croisait dans les couloirs. Grâce aux appuis du cercle, elle gravit les échelons avec une vitesse irréelle. On chuchotait son nom dans les réunions administratives, c'est elle qu'on doit mettre à la tête. Et un matin, l'annonce fut officielle, Eliane devenait directrice de l'hôpital. Le personnel resta bouche bée, certains l'applaudirent, d'autres la jalousèrent. Mais elle, derrière son sourire froid, savait que ce n'était pas une promotion, c'était une récompense du cercle pour sa loyauté. Avec ce titre, son influence explosa. Les décisions passaient désormais par elle. Les regards la respectaient, les voix se taisaient devant elle. Dans les soirées mondaines, elle apparaissait comme une femme accomplie, symbole de réussite et d'autorité. Sur Internet, ses publications devinrent virales, elle parlait de discipline, de courage, de stratégie financière. Des milliers de jeunes la prenaient comme modèle, répétant ses phrases comme des mantras. Mais chaque fois qu'on la félicitait, chaque fois qu'on l'appelait « Madame la directrice », une pensée revenait la hanter, si seulement il savait d'où vient réellement ma richesse. L'orgueil la portait, mais la peur la suivait comme une ombre. Elle savait que tout reposait sur le cercle, que rien ne lui appartenait vraiment. Son pouvoir, sa richesse, sa gloire, tout venait de cet univers secret auquel elle était désormais liée. Parfois, seule dans sa chambre, elle posait ses mains sur son ventre et murmurait « Et si ça s'arrêtait demain ? Et si le cercle décidait que je ne mérite plus ?» Ces nuits étaient peuplées de cauchemars où elle se retrouvait à nouveau pauvre, déchue, rejetée. Et ce simple souvenir lui glaçait le sang. Pour éloigner ses peurs, Eliane renforça son image publique. Elle multiplia les conférences, posa dans des magazines, organisa des séminaires sur le succès féminin en Afrique. Elle se construisit une armure d'influence, une façade parfaite. Elle disait « Je suis la preuve vivante que rien n'est impossible ». Mais derrière ce masque, elle sentait la dépendance. Elle savait qu'elle devait rester dans les bonnes grâces du cercle, qu'un faux pas pouvait tout briser. Alors elle redoubla de zèle, prête à tout pour maintenir sa position. Car elle comprenait une chose, l'argent du cercle n'était jamais gratuit. Un soir, alors qu'elle posait seule dans son immense bureau, entourée de trophées et de récompenses, elle sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle avait atteint le sommet, mais elle n'arrivait pas à savourer. Sa main se serra sur son stylo, et elle murmura à voix basse, « Et si demain tout s'arrêtait ?» L'écho de sa propre voix la fit frissonner. Dans ses yeux brillait la peur de la chute, la peur de ce qui arriverait si elle cessait de se plier aux règles du cercle. Car elle le savait, ici, rien n'était éternel. À l'extérieur, Eliane brillait comme une étoile. Les voitures de luxe s'alignaient dans sa cour, ses bijoux éblouissaient les soirées mondaines, et les médias l'appelaient l'exemple à suivre pour la jeunesse africaine. Mais à l'intérieur, elle était une prisonnière. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans un miroir, elle voyait une femme riche, mais ses yeux criaient une vérité qu'elle ne pouvait effacer, elle n'avait plus le choix. Elle ne pouvait plus reculer. Le cercle avait scellé son destin, et même si l'argent coulait à flots, son âme portait des chaînes invisibles qui l'étranglaient chaque nuit. Ces nuits étaient devenues un supplice. Elle rêvait de couloirs d'hôpitaux vides, de patients agonisant faute de sang, de mains tendues vers elle qu'elle ne pouvait pas sauver. Parfois, dans ses cauchemars, les poches de sang se transformaient en billets, et les billets en visages hurlants. Elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant, murmurant « Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve », mais la réalité la frappait au matin, ce n'était pas des rêves, c'était la vérité qu'elle fuyait. Elle vendait du sang vital, et chaque transaction coûtait la vie à des innocents. La peur de se faire découvrir l'étouffait. Chaque fois qu'un collègue la regardait trop longtemps, elle se demandait « Sait-il ? Devine-t-il » Chaque fois qu'un journaliste lui posait une question, elle craignait qu'il gratte sous la surface. Même les rires de ses proches l'effrayaient, comme s'il pouvait un jour tout apprendre. Elle vivait avec une conscience lourde, déchirée entre son confort et la vérité de ses actes. Elle se répétait parfois, en fixant ses bijoux, « Tout ça, c'est du sang transformé en or. » Et cette phrase résonnait dans sa tête comme une condamnation permanente. Pour apaiser son esprit, elle se plongea encore plus dans le luxe. Voyages, fêtes, robes hors de prix, soirées privées. Elle voulait se convaincre que tout cela valait les sacrifices invisibles. Mais la culpabilité collait à sa peau comme une ombre qu'aucun diamant ne pouvait faire disparaître.
Elle s'efforçait de sourire devant les caméras, de parler avec assurance dans ses conférences, mais son cœur battait toujours plus vite quand elle pensait aux hôpitaux en pénurie, aux malades condamnés par son trafic. Elle savait qu'elle n'était pas une héroïne, elle était complice d'un système où le sang nourrissait la fortune des élites. Un soir, allongée dans son lit immense, elle fixa le plafond pendant des heures. Ses yeux restaient grands ouverts, incapables de trouver le sommeil. Elle murmura dans l'obscurité, « Je suis prisonnière, même l'argent ne peut m'acheter la paix. » Et cette phrase résonna dans le silence de sa chambre comme un aveu amer. Car au fond, Eliane le savait, le cercle n'avait pas seulement pris son corps, il avait volé son âme. Et plus elle avançait, plus la peur grandissait. Elle n'avait plus aucun contrôle. Elle n'était plus la maîtresse de son destin. À mesure que sa fortune grandissait, Eliane se retrouva obligée de payer un prix qu'aucun billet ne pouvait compenser, celui de la solitude. Elle coupa peu à peu les liens avec sa famille, trouvant des excuses pour ne plus répondre aux appels, prétextant des voyages, des réunions, des obligations. Elle savait qu'un seul mot de travers, une seule maladresse, pouvait éveiller des soupçons. Alors elle se mura dans le silence. Aux yeux du monde, elle était une reine inatteignable. Mais dans le secret de ses nuits, elle était une femme isolée, qui portait un fardeau que personne ne pouvait partager. Le cercle, lui, ne lui laissait aucun répit. Les hommes en costume noir, les réunions secrètes, les rituels, tout se multipliait. Chaque fois qu'elle croyait avoir atteint la stabilité, une nouvelle exigence tombait, plus de discrétion, plus de loyauté, plus de silence. On lui répétait sans cesse, « Tu nous appartiens désormais. Tu n'as pas le droit à l'erreur. » Eliane se sentait traquée, surveillée jusque dans ses gestes les plus anodins. Même ses sourires publics semblaient contrôlés, comme si chaque éclat de joie devait être validé par une force supérieure qui tenait sa vie entre ses mains. Elle comprit alors une vérité glaçante, elle n'était plus une simple femme, elle était devenue une ressource. Son corps, son sang, son existence entière n'avaient plus qu'une seule utilité, produire de l'argent pour alimenter le cercle. Dans ces moments de lucidité, elle murmurait devant son miroir, « Je ne suis plus qu'une machine, une machine à argent. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Elle avait cru acheter la liberté, mais en réalité, elle avait vendu son essence même. Chaque gorgée de sang avalée lors des rituels n'était pas une bénédiction, c'était une chaîne supplémentaire. Alors, pour supporter le poids de son secret, elle s'endurcit. Elle apprit à jouer un rôle parfait, à sourire même quand son cœur se brisait. Elle se força à effacer de sa vie ceux qui auraient pu deviner la vérité, amis, cousins, même certains membres proches de sa famille. Elle ne laissait entrer personne dans son cercle intime. Dans ses discours publics, elle parlait de force, de discipline, de courage, mais dans son silence, elle se répétait « Je ne fais que survivre ». Elle choisit de taire ses doutes et de renforcer son masque, car le cercle exigeait l'obéissance absolue. Une nuit, assise seule dans son immense salon, entourée de ses trophées et de ses voitures garées devant la villa, elle éclata en sanglots. Le silence de sa maison résonnait plus fort que n'importe quel bruit. Elle avait tout ce que les gens rêvaient d'avoir, mais elle n'avait plus rien de ce qui donnait un sens à la vie, ni famille, ni confiance, ni liberté. Elle essuya ses larmes et murmura, « C'est le prix du pouvoir », mais au fond, elle le savait, ce prix ne faisait qu'augmenter, et bientôt, elle devrait payer encore plus cher. Les murmures commencèrent à courir dans les couloirs de l'hôpital. Il n'y a plus assez de sang. On a perdu un patient faute de transfusion. Les mots voyageaient de bouche en bouche, prenant de l'ampleur, s'accrochant comme des ombres. Eliane, désormais directrice, entendait ces rumeurs chaque jour. Les regards des infirmières se faisaient lourds, les reproches implicites. Elle savait pourquoi les réserves s'épuisaient, elle savait où partait ce sang. Mais devant les accusations voilées, elle baissait la tête et feignait l'ignorance. Dans son bureau climatisé, les cris des malades lui parvenaient comme un écho lointain, impossible à effacer. Un après-midi, une mère effondrée s'écroula dans les couloirs, hurlant que son fils venait de mourir faute de poches de sang disponibles. Les pleurs résonnaient, traversant les murs jusqu'au bureau d'Eliane. Ses mains se figèrent sur son stylo, ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essuya aussitôt. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute », se répétait-elle. Mais au fond, elle savait que chaque billet de luxe, chaque diamant scintillant, portait la trace invisible de vie brisée.
Le luxe qu'elle savourait le jour s'empoisonnait la nuit, et chaque nouvel achat ressemblait à une tombe qu'elle avait creusée. La culpabilité la rongeait comme un feu secret. Ses sacs de luxe perdaient leur éclat, ses bijoux semblaient lourds comme des chaînes. Elle se demandait, à quoi bon être riche si mon argent est fait de sang et de larmes? Elle se sentait empoisonnée par sa propre réussite. Chaque fois qu'elle s'asseyait dans sa voiture de luxe, elle avait l'impression d'entendre les murmures des morts qu'elle n'avait pas sauvés. Son cœur se serrait, mais ses mains ne lâchaient pas le volant. Elle savait que tout pouvait s'écrouler, mais elle restait prisonnière du cercle, incapable de s'arrêter. Plutôt que d'affronter la vérité, elle choisit de renforcer son masque. Elle augmenta ses apparitions publiques, distribua des bourses d'études, finança des orphelinats. Elle voulait acheter son innocence, se convaincre qu'elle pouvait compenser. Mais la nuit, allongée dans son lit, elle se souvenait du visage des malades qu'elle avait vus mourir par manque de sang. Elle se répétait, « Je fais du bien avec cet argent, alors ce n'est pas si grave. » Pourtant, son cœur savait que ce n'était qu'un mensonge. La vérité était simple et implacable, elle vendait des vies pour protéger sa fortune. Un soir, alors qu'elle observait la ville depuis sa terrasse illuminée, une pensée glaçante la traversa, et si demain tout s'écroulait? Et si les rumeurs devenaient des accusations? Elle avait bâti un empire sur une fondation fragile, une pyramide de billets tachés de rouge. Et elle le savait, il suffirait d'un souffle, d'un témoin, d'une révélation, pour que tout disparaisse. En fixant les lumières de la ville, elle serra son collier de diamants et murmura, « Je suis assise sur un trône instable. » Et pour la première fois, la peur d'une chute irrémédiable s'imposa à elle. À mesure que les rumeurs grandissaient à l'hôpital, Eliane sentit un poids nouveau sur ses épaules, celui de la surveillance constante. Chaque fois qu'elle sortait de sa villa, une voiture noire semblait suivre à distance. Chaque fois qu'elle entrait dans un restaurant, un homme au regard froid se trouvait déjà assis, l'observant sans un mot. Elle comprit vite que ce n'était pas le hasard. Le cercle la surveillait. Elle n'était plus une simple partenaire, elle était leur propriété. Son luxe étincelant, ses bijoux, ses voitures, tout cela n'était qu'un camouflage. Derrière le vernis de la gloire, elle vivait enchaînée. Un soir, alors qu'elle osait murmurer à Gerby, « Et si je voulais arrêter ?» son sourire s'effaça. Son regard devint glacial. On n'arrête pas le cercle, Eliane. On ne quitte pas la famille. Tu vis avec nous, ou tu meurs avec nous. Ces mots, simples et brutaux, lui glacèrent le sang. Elle comprit que toute tentative de rébellion serait immédiatement écrasée. Son silence n'était plus un choix, c'était une obligation. Elle sentit ses jambes trembler, comme si sa vie venait d'être redessinée devant elle. Elle était prisonnière d'un pouvoir qui ne la lâcherait jamais. Cette nuit-là, Eliane s'assit devant son miroir, contemplant son reflet maquillé, coiffé, parfaitement habillé. Elle murmura d'une voix tremblante, « Je ressemble à une reine, mais je suis une esclave. » Elle réalisa que tout ce qui l'entourait, ses villas, ses voitures, ses diamants n'étaient pas un signe de liberté, mais les barreaux d'une prison dorée. Son luxe l'étouffait. Ses fêtes grandioses ressemblaient à des funérailles déguisées. Ses voyages de luxe lui rappelaient des chaînes invisibles. Elle avait cru acheter sa vie avec du sang, mais en réalité, c'était sa vie qui avait été vendue au cercle. Alors, elle décida de se taire, de jouer encore plus parfaitement son rôle. Elle multiplia les apparitions publiques, renforça son image d'icône de réussite. Mais derrière chaque sourire, elle tremblait. Elle ne prenait plus une décision sans craindre d'être jugée par des yeux invisibles. Son corps obéissait, ses gestes semblaient libres, mais son âme était tenue en laisse. Elle se dit un soir, « Mon luxe n'est pas une victoire. C'est une cage dorée. » Et cette pensée devint un fardeau quotidien. Plus elle brillait aux yeux du monde, plus elle sombrait dans l'obscurité d'une servitude silencieuse. Une nuit, alors qu'elle observait ses voitures garées dans sa cour éclairée, elle sentit un frisson glacé parcourir son dos. Ces machines de rêve, que tous enviaient, lui apparurent soudain comme des chaînes attachées à ses poignets. Elle comprit que sa richesse n'était pas un triomphe, mais un rappel constant de son esclavage. Elle posa sa main sur le capot froid de sa Rolls-Royce et murmura, « Tout cela n'est pas à moi, je n'ai jamais rien possédé. » Et dans ce silence oppressant, elle sut que son histoire ne lui appartenait plus. Elle n'était qu'une marionnette. Avec le temps, le corps d'Eliane commença à changer.
Là où autrefois les rituels se déroulaient presque sans douleur, ils devinrent des supplices. Chaque gorgée du liquide rouge lui brûlait la gorge comme de l'acide. Chaque séance la laissait plus faible, plus épuisée, comme si son corps refusait de continuer. Ses mains tremblaient, son ventre se contractait violemment, et les billets qui jaillissaient semblaient plus lourds, plus collants, comme imprégnés de souffrance. Elle ne pouvait plus nier l'évidence, sa richesse était en train de la consumer. Sa cage dorée devenait un tombeau où son corps payait le prix. Un soir, à bout de force, elle murmura à Gerby, « Je veux arrêter. Je ne peux plus continuer comme ça. » Son visage resta impassible, mais ses mots furent tranchants comme une lame, « On n'échappe jamais au cercle. » Elle insista, ses yeux noyés de larmes, « Je veux sortir, Gerby, je veux retrouver ma vie. » Mais lui, implacable, se contenta de secouer la tête. « Ta vie n'est plus à toi. Tu l'as échangée contre ce pouvoir. Tu appartiens au cercle jusqu'à ton dernier souffle. » Ces paroles résonnèrent dans son cœur comme une condamnation à perpétuité. Ces mots la brisèrent. Elle réalisa que ses peurs n'étaient pas des illusions, mais une vérité irrévocable. Son argent, ses voitures, ses villas, rien ne pouvait acheter la liberté qu'elle avait perdue. Son âme était enchaînée à une loi invisible, plus forte que n'importe quelle prison. Chaque nuit, elle se recroquevillait dans son lit, ses mains sur son ventre douloureux, se répétant « Je suis piégée, je suis piégée ». L'idée que sa vie lui échappait complètement la rongeait. Et plus la peur grandissait, plus elle comprenait qu'elle n'était plus une femme riche, mais une victime déguisée en reine. Pour cacher sa douleur, elle continua à s'afficher, à sourire, à donner des conférences sur la réussite. Mais en secret, elle sombrait. Elle consulta des médecins, feignant des maladies, mais aucun diagnostic ne pouvait expliquer ses souffrances. Ils ignoraient que ce n'était pas une maladie, mais une malédiction. Elle pensa à fuir, à quitter le pays, mais la simple pensée des hommes du cercle la paralysa. Elle savait qu'ils la retrouveraient, où qu'elle aille. Alors elle décida de taire ses douleurs, d'endosser son rôle jusqu'au bout. Mais en elle, une peur sourde grandissait, inarrêtable. Une nuit, alors qu'elle vomissait du sang dans sa salle de bain, elle leva les yeux vers son miroir. Son reflet la terrifia, ses traits fatigués, ses cernes profonds, ses lèvres tremblantes. Elle posa une main sur le verre froid et murmura « Je ne suis plus moi », un frisson glacial parcourut son dos. Elle comprit que le cercle ne lui avait pas seulement volé sa liberté, mais aussi son identité. Et dans ce silence étouffant, une pensée la fit trembler plus que toutes les autres, « Si je ne peux pas sortir, alors jusqu'où cela ira-t-il » À 35 ans, Eliane était devenue une figure incontournable. Son nom apparaissait dans les journaux, ses photos illuminaient les réseaux sociaux, ses voitures faisaient taire les rues à leur passage. On la décrivait comme une femme modèle, une reine moderne qui avait tout conquis. Les jeunes la citaient en exemple, les femmes l'admiraient, les hommes la désiraient. Mais derrière chaque flash de caméra, derrière chaque sourire figé, il y avait une vérité que personne n'aurait jamais osé imaginer. Elle avait atteint le sommet social, oui, mais ce sommet n'était pas une victoire. C'était une montagne de chaînes invisibles. Les banquets, les tapis rouges, les conférences internationales, tout cela semblait irréel. Elle serrait des mains, prononçait des discours inspirants, distribuait des sourires étudiés. Mais à chaque instant, une voix intérieure lui rappelait, tout ça repose sur du sang. Elle voyait les regards brillants de ceux qui l'admiraient et pensait, si seulement vous saviez, sa réussite n'était pas une bénédiction, mais une malédiction soigneusement dissimulée. Elle n'était pas une femme d'affaires, elle était l'ombre d'un pacte, la vitrine luxueuse d'un secret que personne ne devait découvrir. Et ce secret rongeait son cœur plus fort que n'importe quel scandale. Ses nuits étaient peuplées de contradictions. Elle dormait dans des draps de soie, mais son corps était couvert de sueur froide. Elle rêvait de voyage, mais ses pensées restaient prisonnières du cercle. Elle voulait savourer son argent, mais chaque billet lui rappelait une vie sacrifiée. Elle comprit alors que son succès n'était pas une liberté, mais une cage dorée. Son sourire, ses trophées, ses villas, tout cela n'était qu'une illusion. Elle murmurait parfois devant son miroir, « J'ai tout, mais je n'ai rien. » Car au fond, elle le savait, elle n'avait pas gagné sa vie. Elle l'avait vendue. Alors, elle continua son rôle, plus déterminée que jamais à cacher son secret. Elle s'imposa comme une icône de puissance,
multiplia les apparitions publiques, parla d'espoir et d'ambition. Mais à chaque mot, son cœur criait l'inverse. Elle ne pouvait plus fuir, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le cercle tenait son âme, et tout son empire reposait sur leur pacte invisible. Elle choisit donc de porter son masque jusqu'au bout, de sourire même quand son cœur saignait, de régner même si son trône était bâti sur la douleur. Mais derrière ses yeux brillants, la peur ne cessait de croître. Le soir, assise dans sa Rolls-Royce, les vitres teintées reflétant les lumières de la ville, elle fixait son propre reflet. Elle était l'image de la réussite, la définition vivante de la gloire. Mais dans ses yeux brillait autre chose, une vérité que personne ne pouvait ignorer s'il regardait de près. Car derrière l'éclat du diamant, il y avait l'ombre d'une femme prisonnière. Et dans ce regard brillant, on pouvait lire la peur d'une femme enchaînée à sa propre fortune. Une reine admirée de tous, mais condamnée à vivre dans une cage que personne d'autre ne voyait. Eliane avait parcouru un chemin que personne n'aurait cru possible. D'une simple infirmière, épuisée et endettée, elle était devenue la femme la plus riche et la plus admirée de tout le pays. Son ascension semblait un miracle, une success story qu'on répétait comme un conte moderne. Elle était l'icône de la réussite, le visage de l'espoir pour toute une génération. Mais derrière ce sourire figé, derrière les flashs des caméras, il y avait une vérité que personne ne voulait voir, sa fortune avait un prix. Et ce prix, elle seule le portait dans son corps et dans son âme. Car aucune richesse ne vient sans sacrifice. Derrière chaque villa somptueuse, chaque voiture de luxe, chaque diamant étincelant, il y avait des poches de sang arrachées aux hôpitaux, des vies perdues, des cris étouffés. Eliane avait échangé sa liberté contre le pouvoir, son humanité contre l'argent. Aux yeux du monde, elle était libre, puissante, invincible. Mais au fond, elle le savait, elle n'était qu'une prisonnière. Une prisonnière du cercle, une prisonnière de sa propre fortune, une prisonnière de ses choix irréversibles. Le message de son histoire est clair, derrière chaque fortune trop rapide, il y a un prix invisible. Et ce prix est toujours plus lourd que les apparences. Ne jamais envier sans savoir, ne jamais admirer sans comprendre. Car souvent, ce qui brille le plus cache les ombres les plus profondes. La dernière image d'Eliane restera gravée comme une énigme, assise dans sa Rolls-Royce noire, entourée de luxe, elle souriait pour les caméras. Mais dans son regard brillant, on lisait une vérité que personne ne pouvait nier, la peur d'une femme brisée, prisonnière de sa propre richesse. Elle avait gagné le monde, mais perdu son âme.